Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Alors après les numéros des pilotes, on a maintenant les horaires des grands prix. Et pas seulement des courses d'ailleurs, on a aussi les horaires des FP1, FP2, FP3, qualif, sprint et les grands prix. Donc voyons ça. Alors sur Motorsport ils ont mis les horaires heure française, du coup c'est sympa de leur part. Parce que c'était pas du tout comme ça. Il fallait faire des additions, des soustractions pour le coup. Pour transformer en heure française. Donc voilà, là vous avez toutes les horaires françaises. Pour chacune des séances des 23 Grands Prix, bientôt 24 d'ailleurs, puisqu'il y aura sûrement un Grand Prix qui remplacera la Chine mi-avril, pardon. Donc on attend de savoir quel sera ce Grand Prix. Ça serait dommage qu'il y ait un trou d'un mois quand même. Donc, alors voyons Vegas par exemple. Vegas, minuit... Ah non, ça c'est Austin. Minuit le sprint à Austin. Minuit. Oh putain. C'est affligeant quoi. Les qualifs du vendredi soir ont lieu à 23h. Oh, minuit le sprint, c'est abusé, quoi. Heureusement, ça dure une demi-heure, mais bon, c'est tard. La course aura lieu à 21h. Donc, Las Vegas, 7h les qualifs, 7h la course. Bon, les essais libres, j'en parle même pas en pleine nuit, quoi. Heureusement qu'il n'y a pas de sprint à Vegas, d'un côté. Et bon, après, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Le sprint au Qatar, ça aura lieu à 16h30. Heure française, la course à 16h. En Belgique, le sprint aura lieu à 16h30, la course à 15h. En Autriche, le sprint à 16h30, la course à 15h. Bon, bah, sinon, les autres horaires, Japon 7h, Singapour 14h, ouais, c'est 20h Canada, c'est habituel, quoi. Miami 21h30. Alors, Azerbaïdjan, la course aurait lieu à 13h et le sprint à 15h30. D'accord. L'Australie 7h, les qualifs et la course. Ok. Arabie Saoudite 18h et Bahreïn 16h pour le début de saison. Voilà pour ces horaires complètes. Bon, bah écoutez, voilà. Au moins, on est fixé sur toutes les horaires. C'est sympa. Ouais, je vous laisse commenter. Alors, la F1 a publié la liste des numéros des pilotes. Du coup, De Vries, il a un peu le 45 finalement. Vu qu'il n'était pas officiellement pilote de F1, son numéro n'était que temporaire. Il a choisi tout simplement le 21. Parce que Tsunoda aura le 22, donc je sais pas si AlphaTauri lui a demandé de choisir le 21 ou pas. Pour s'aligner avec son équipier. Étonnant. Donc Piastri et Sargent donc, avaient déjà opté pour les numéros 81 et 2, respectivement. Les autres pilotes déjà présents cette saison conservent naturellement leur numéro actuel. A noter que Hülkenberg aura toujours son numéro 27, qui lui a jamais été retiré. Verstappen le 1, Perez le 11, etc., etc. Ça reste comme avant. Pour ceux qui étaient déjà là en 2022. Donc voilà, De Vries aura le 21, comme vous voyez, et Tsunoda le 22. Sargent le 2, et Piastri le 81. A noter que Red Bull Racing, vous voyez, ils ont bien mis Honda RBPT, Red Bull Powertrain, donc voilà. Là, pareil pour AlphaTauri, l'inscription Honda est de nouveau là. Donc voilà, ils sont officiellement de retour du coup. Je vous laisse commenter. Alors les commentaires de Toto Wolff suite à la signature de Mick Schumacher, ce serait intéressant de savoir ce qu'il en pense. Wolff a commenté que Mick Schumacher sera prêt et attendra si l'opportunité se présente de prendre la place de Russell ou Lewis par exemple si un des deux est covidé ou je ne sais quoi. Nous savons aussi qu'avec 2 ans d'expérience en Formule 1 à son actif, il sera prêt à monter dans la voiture au pied levé pour remplacer Lewis ou George, si le besoin s'en fait sentir. Mick a passé 2 saisons complètes en Formule 1 tout en pilotant pour Haas, il faisait partie de l'équipe junior Ferrari, mais s'est maintenant séparé des Italiens. L'Allemand a impressionné lors de sa première saison en battant régulièrement Mazepin. Bon, après, Mazepin, voilà, c'est pas non plus un foudre de guerre, mais il a eu un peu plus de mal contre Kevin Magnussen, le revenant. Malgré tout, le jeune homme de 23 ans a une bonne expérience, il a marqué 12 points dans sa carrière en F1 jusqu'à présent, il a obtenu une 6ème place au Grand Prix d'Autriche 2022, ce qui est considéré comme son meilleur résultat. Wolff a tenu à souligner son talent et son approche de la conduite en Formule 1. Mick est un jeune pilote talentueux et nous sommes ravis qu'il ait rejoint l'équipe. Il travaille dur, a une approche calme et méthodique, et a encore faim d'apprendre et de s'améliorer en tant que pilote. Ce sont toutes des qualités importantes, et nous sommes ravis qu'il nous aide à développer la W14. Ouais, et puis c'est quelqu'un de positif, de pas toxique comme pilote, c'est un pilote bienveillant, je pense, Mick Schumacher, donc contrairement à son père qui ne l'était pas forcément, à certains moments on va dire. Donc c'est bien qu'il rejoigne Mercedes, et ça fait toujours un peu de publicité Mercedes, qu'un nom Schumacher rejoigne à nouveau l'équipe. Donc voilà. Et ça fait un pilote allemand dans l'équipe, mine de rien. C'est important. Voilà pour cette réaction de Toto Wolff. C'est fait pour Mick Schumacher qui rejoint Mercedes en tant que pilote de réserve. Incroyable. Donc il en a profité pour quitter
avec effet média l'Académie Ferrari évidemment. Il fallait faire ça avant qu'il rejoigne Mercedes. Je suis ravi de faire partie de l'équipe Mercedes en tant que pilote de réserve pour 2023 et je m'engage à tout donner pour contribuer à leur performance dans cet environnement très compétitif et professionnel. Je prends ça comme un nouveau départ, je suis simplement excité et reconnaissant envers Toto et toutes les personnes impliquées de m'avoir fait confiance. La F1 est un monde tellement fascinant et on n'arrête jamais d'apprendre, alors j'ai hâte d'absorber plus de connaissances et de mettre tous mes efforts au profit de l'équipe Mercedes. Voilà, ça fait plaisir de le voir chez Mercedes, je pense qu'il mérite. Il va suivre les traces de son père, bon après voilà, il n'aura pas eu la même carrière forcément, avant de rejoindre Mercedes, c'est sûr, on peut pas trop comparer, mais bon. Il fera un peu de simulateur, il essaiera d'apprendre aux côtés d'un autre septuple champion du monde, Lewis Hamilton, puis il apprendra aussi aux côtés de Russell, mine de rien, pour devenir potentiellement un autre pilote titulaire un jour, peut-être pour remplacer Hamilton, quand il partira à la retraite. Bon après je suis pas sûr qu'il va rester 3-4 ans en pilote de réserve chez Mercedes, ça ferait un peu long peut-être. Mais bon, on sait jamais. Ou alors il rebondira chez Audi un jour. On verra ça. Bon, vous en pensez quoi de l'arrivée de Mick chez Mercedes? Bon, ça fait plaisir, je dirais, moi. Allez, ciao. Alors, le circuit de Barcelone réfléchirait à supprimer la chicane avant la ligne d'arrivée. Donc, ça serait un retour à l'ancien Barcelone, du coup. Depuis 2017, le circuit de Catalonia a introduit une chicane entre les virages 13 et 16. Ça fait que depuis 2017 qu'elle y est? Je pensais que ça faisait plus longtemps que ça. Une mesure prise à l'époque pour réduire les vitesses des voitures avant d'aborder le dernier virage, conditionnant la ligne droite de départ-arrivée. Mais cette chicane a également eu pour conséquence d'empêcher les voitures de se suivre de près à l'entrée de la ligne droite et de rendre les déplacements compliqués, même avec l'activation du DRS. De fait, les organisateurs du Grand Prix d'Espagne souhaitent modifier le tracé et de faire homologuer par les FIA un tracé alternatif qui effacerait la chicane à cet endroit, permettant aux concurrents d'aborder le dernier virage à haute vitesse et de faciliter les dépassements. La validation de cette homologation par les FIA permettrait aux responsables du circuit de Barcelone de bénéficier de deux alternatives qu'ils pourraient utiliser comme bon ensemble en fonction des voitures présentes en piste. L'intention est d'homologuer la piste sans chicane début 2023, mais la piste avec la chicane restera la même. Une fois l'homologation effectuée, chaque promoteur sera en mesure de choisir dans quel tracé il souhaite concourir, avec ou sans chicane. Ces dernières années, de nombreux pilotes s'étaient plaints des difficultés de déplacement sur le circuit catalan malgré la longueur de la ligne droite. Bon, écoutez, je pense pas qu'il y ait des difficultés à homologuer l'ancien tracé finalement, qui a déjà été utilisé. Dans l'ensemble, nous pensons que si le circuit revenait au dernier virage qu'il y a 15 ans... Ah d'accord, en fait c'était... oui, c'est pas 2017, c'est 2007 en fait. Non mais sérieux quoi. Ils se sont plantés, c'est bien ce que je pensais, c'est pas 2017, c'est il y a bien plus longtemps que ça. Les deux virages rapides, vous pourriez en fait suivre d'un peu plus près, vous arriveriez dans la ligne droite avec une vitesse plus élevée. L'effet d'aspiration sera plus important jusqu'au premier virage. Pour les fans, vous voyez les voitures à une vitesse beaucoup plus élevée. Pour les pilotes, vous prenez un virage incroyablement rapide, ce qui est excitant. C'est gagnant-gagnant et c'est une solution facile à un circuit qui est assez moyen en la matière. Ok. Eh ben écoutez, suite à la nouvelle réglementation, de toute façon, les voitures dans les virages rapides se suivent mieux. Donc oui, c'est une bonne idée, je pense qu'il faut essayer. Voilà, donc vous en pensez quoi? Est-ce qu'on doit revenir à l'ancien Barcelone du coup? Ou est-ce qu'on doit conserver la chicane? Ciao. Brundle sceptique quant au choix de Vasseur pour Ferrari. Oh Martine, qu'est-ce qui se passe? L'une des tâches les plus difficiles pour moi dans le sport est celle de directeur d'équipe chez Ferrari. Bien sûr, nous savons que Ferrari a laissé partir Binotto, qui était déjà condamné chez Ferrari, et que Fred Vasseur arrive. C'est un défi de taille. Il a une solide histoire pleine de succès dans le sport auto, principalement dans les formules spécifiques de course junior. A-t-il fait des choses incroyables chez Alfa Romeo? Pas vraiment. Mais nous verrons s'il a les compétences requises pour emmener Ferrari dans la bonne direction. Vasseur est également un proche de Leclerc, qui l'a accompagné durant son ascension en sport auto. Le Monégasque a été sacré en GP3 avec Hard Grand Prix, mais aussi lors de ses débuts en F1 en 2018 chez Alfa Romeo, alors qu'il était en charge de la direction d'écurie. Brundle espère que Ferrari a fait appel à Vasseur pour d'autres raisons que conserver Leclerc au sein de son écurie. S'ils ont engagé Vasseur parce qu'il est proche de Leclerc, c'est complètement la mauvaise raison. C'est un travail beaucoup plus important que cela. Chez Ferrari, ils ont Sainz et Leclerc, l'un des meilleurs duos de pilotes de F1, et ils ont tous les deux besoin de se sentir à l'aise, aimés et soutenus. Fred n'ira pas là-bas en pensant « je suis de côté du Charles ». Ils ont de meilleures chances de garder Leclerc dans le futur s'il est à l'aise, mais tout est une question de performance. Il ne s'agit pas de savoir qui est amical avec qui dans ce métier, bien au contraire. C'est vraiment qui peut lui donner une voiture et une équipe potentielle pour le championnat. Très bien, bah écoutez... Après Sainz, il a pas l'air dérangé de l'arrivée de Vasseur non plus, il a l'air de l'apprécier, donc je vois pas le problème en fait. On verra comment ça se passe, et puis voilà, Allez, ciao. Alors Binotto révèle le pire moment de sa carrière chez Ferrari. Le plus dur moment, plus difficile. Voyons.
En 2019, Charles Leclerc a été promu chez Ferrari après une première saison en F1, prometteuse chez Alfa Romeo. Avec Vettel installé à Maranello depuis 2015, les tensions sont vite apparues. Et après plusieurs clashs en piste entre les deux hommes, Vettel quittait finalement Ferrari pour rejoindre Aston. Un moment qui avait mal vécu Binotto à l'époque. Sébastien est un très grand pilote, il n'y avait qu'à voir ce qu'il a réalisé, c'est fantastique, exceptionnel, étonnant. En tant qu'équipe Ferrari, nous avons eu la chance de l'avoir dans l'équipe, et ça a été 6 années importantes. Il a apporté beaucoup en tant que pilote, mais plus que ça, je pense qu'il a apporté beaucoup en tant que personne, et chaque fan de Ferrari aime toujours Sébastien. De fait, Binotto a eu la lourde tâche d'appeler Vettel à la fin 2020 pour lui annoncer qu'il avait plus de place pour lui chez Ferrari en 2021. C'était difficile pour moi, en arrivant en fin de saison, de lui annoncer en quelque sorte que on renouvellerait pas son contrat. Ça a peut-être été la tâche la plus difficile que j'ai accomplie moi-même au cours de ma carrière. Quand on aime une telle personne et qu'on apprécie vraiment de travailler avec elle, c'est toujours difficile de le faire. Je pense qu'il s'agit d'un moment important pour ma carrière parce qu'à partir de là, on devient plus fort à travers la difficulté. Mais c'est celui dont on se souviendra comme le plus difficile. Ok, bon. C'est legit. Hein. Donc virer Vettel a été le moment le plus difficile de sa carrière chez Ferrari. Très bien. Bah écoutez, ok, très bien. C'est un moment comme un autre. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ciao. Alors Sainz, sur l'arrivée de Vasseur chez Ferrari, il faudra lui laisser un peu de temps. Déclare Carlos. C'est un changement qui apportera du mieux, nous l'espérons, chaque fois que quelqu'un de nouveau arrive. Il y a une motivation supplémentaire non seulement pour lui, mais aussi pour l'équipe pour faire un pas en avant. Mais il faudra lui laisser un peu de temps. Ferrari est un géant de 1200 ou 1300 personnes et il va d'abord devoir voir comment tout ça fonctionne, tout en sachant que les changements qu'il apportera ne fonctionneront pas du jour au lendemain, ça prendra du temps. Mais je lui fais confiance, je le connais, j'ai déjà eu affaire à lui dans le passé, c'est lui qui a voulu m'emmener chez Renault en 2016. J'ai déjà appelé en tant que pilote Ferrari, nous avons eu un premier contact et je sais qu'il va bien faire. Bon bah Carlos a l'air enthousiaste aussi à l'arrivée de Frédéric Vasseur, donc écoutez, les pilotes Ferrari sont contents de ce choix, hein, j'ai l'impression, que ce soit Leclerc ou même Sainz, et ça c'est bon signe. Hein. C'est un remplaçant qu'il valide visiblement les pilotes. Donc voilà, bah écoutez, on verra ce que ça va donner pour Fred Vasseur, je pense qu'il n'aura pas besoin de beaucoup de temps pour s'habituer à tout ça. Allez, je vous laisse commenter. Alors, Michael Masi prend un 3e rôle en Australie. Karting Australia, l'organe officiel gérant les compétitions de karting en Australie, a annoncé la nomination de Michael Masi à son conseil d'administration. Oula, vous prenez des risques. Hein. Il s'agit du 3e rôle administratif assumé par Michael Masi, 44 ans depuis son retour en Australie, après les fonctions de président de la commission Supercar et de membre du South Australian Motorsport Board qu'il a précédemment prise. L'expérience de Michael dans le monde du sport auto, en Australie et dans le monde, est exceptionnelle, et nous sommes ravis qu'il ait décidé d'accepter l'invitation à rejoindre le conseil d'administration, a déclaré Kevin Davis, président de Karting Australia, et d'ajouter l'arrivée de 2 nouvelles personnes hautement qualifiées comme Michael et Melissa au sein de notre conseil d'administration renforce Karting Australia, avec stabilité et expérience. Magnifique. Donc après, il reparle de Abu Dhabi, bon, il avait reçu des menaces de mort, j'avais l'impression d'être l'homme le plus détesté au monde. Pas faux. Bref, voilà pour les petits points Michael Masi, donc vous inquiétez pas, il va pas revenir en Formule 1. Il est en Australie, il y restera, je pense. Voilà pour ça. Le Grand Prix de Straight Formule 1 à Melbourne, prolongé jusqu'en 2037, oui, vous avez bien lu. 2037, 15 ans. Et ça se trouve, le F1 n'existera même plus en 2037. Si, je pense quand même. Mais en 2037, vous imaginez qu'il y aura même plus Verstappen, au final, là, dans 15 ans. Il y aura même plus Leclerc, ça se trouve, il y aura plus Norris. Ça va être bizarre, hein. Ça va être encore une nouvelle génération de pilotes, là. Alors, il avait été prolongé jusqu'en 2035, ce qui était déjà énorme, et là, ils ont rajouté 2 ans, apparemment. Le contrat court désormais jusqu'en 2037 et stipule que le Grand Prix d'Australie accueillera l'épreuve d'ouverture du championnat du monde à 4 reprises entre 2024 et 2037, lorsque la période de Ramadan rendra compliquée l'ouverture de la saison dans les pays musulmans comme Bahreïn et l'Arabie Saoudite. Après avoir été longtemps organisé sur le circuit urbain d'Adélaïde, le Grand Prix d'Australie a posé ses valises sur l'Harbour Park de Melbourne depuis 1996. La prolongation de son contrat signifie que Melbourne aura accueilli pendant plus de 40 ans la manche australienne du championnat du monde de F1. Seules les éditions 2020 et 2021 ont été annulées en raison du Covid. On rappellera que la saison prochaine, le Grand Prix d'Australie se disputera le 2 avril et ce sera la 3e course. Pour la première fois, la F2 et la F3 se produiront en Melbourne en levée de rideau du Grand Prix. A noter également que le public suivra avec attention les débuts en Formule 1 d'Oscar Piastri, natif de Melbourne. Ah bah voilà. C'est pour ça aussi qu'ils l'ont peut-être prolongé autant. Parce que là, en fait, Piastri il va rouler toute sa carrière en Australie, à Melbourne. Donc ça c'est bien pour lui, hein. Franchement, il doit être content. Voilà pour cette news. Incroyable, hein, cette prolongation. Je crois que c'est le Grand Prix
qui a été prolongé le plus loin dans le temps en fait. C'est impressionnant là. Allez, ciao ciao.